L'amplitude de mouvement est un facteur intéressant de la performance puisqu'il peut être à double tranchant. D'un côté, la capacité à atteindre de grandes amplitudes peut présenter de nombreux bénéfices, notamment en termes de performance. Mais dans certaines disciplines, il semblerait que sa réduction soit plus bénéfique. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur ce sujet en parlant de deux sports qui ont un rapport complètement opposé à l'amplitude malgré des mouvements très similaires, la force athlétique et l'haltérophilie. Allons-y. Commençons par recontextualiser un peu. En force athlétique, on cherche à soulever le plus lourd possible sur une répétition sur 3 mouvements, le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Pour atteindre cet objectif, des adaptations techniques et posturales sont parfois mises en place et certaines de ces adaptations visent à réduire l'amplitude de mouvement, ce qui est compréhensible. On peut en général soulever plus lourd si l'on descend un squat à la parallèle que si on l'enfonce très profondément. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, j'ai fait une série de 3 vidéos sur les adaptations techniques pour la performance en force athlétique. Les liens sont en description de la vidéo. De l'autre côté, en haltérophilie, on cherche également à soulever le plus lourd possible sur une seule répétition, mais sur 2 autres mouvements, l'épaulé jeté et l'arraché. Mais si l'on s'intéresse à ces mouvements, on se rend compte qu'ils contiennent notamment des squats. Un squat clavicule ou front squat pour l'épaulé jeté et un squat d'arraché ou overhead squat pour l'arraché. Or, on vient de dire qu'en powerlifting, le fait de réduire l'amplitude de squat pouvait aider à soulever plus lourd. Mais en haltérophilie, les athlètes ont un squat extrêmement profond, à un point que cela devient un point de développement de mobilité essentiel lors de l'apprentissage chez les jeunes haltérophiles. Pourquoi est-ce que ces deux sports, qui contiennent chacun des variantes de squat, utilisent des méthodes littéralement opposées pour optimiser la performance? Eh bien, la réponse est relativement simple, les modalités des mouvements. Le squat, c'est relativement large. Comme nous venons d'en parler, ça peut être un front squat, un back squat, un overhead squat, mais également un goblet squat, un Zercher squat, un cyclid squat et bien d'autres. Mais nous pouvons également noter qu'en powerlifting, la barre est posée sur un rack, alors qu'en haltérophilie, que ce soit pour l'épaulé jeté ou l'arraché, elle part du sol. Autre différence, le squat représente l'entièreté de son mouvement en haltérophilie. On prend la barre, on descend, on remonte, et c'est fini. Alors qu'en haltérophilie, il va falloir faire un soulevé de terre pour décoller la barre et essayer de la rendre balistique, puis la récupérer et se relever avec un squat, et si on fait un épaulé jeté, il restera encore tout le mouvement de jeté à effectuer. Et c'est là qu'on va pouvoir comprendre la différence majeure. En haltérophilie, la partie squat des mouvements n'est en général pas l'aspect limitant. Pour pouvoir épauler une barre, il faut d'abord être capable de la soulever en front squat, et pour l'arracher, la soulever en overhead squat. Et en règle générale, les haltérophiles peuvent soulever bien plus lourd en squat qu'ils ne peuvent épauler ou arracher, et c'est relativement logique. Le même mouvement, mais avec un départ stable depuis un rack, est plus propice à la performance. Et c'est pour ça que les haltérophiles se permettent d'augmenter la profondeur de leur squat pour réceptionner la barre, parce qu'ils savent que s'ils la récupèrent correctement, ils ne devraient pas avoir trop de soucis pour la relever. En revanche, plus ils vont réussir à descendre bas pour la réceptionner, moins ils auront à la lever haut sur leur tirage. Voilà la raison pour laquelle l'amplitude peut être un facteur considéré très différemment entre deux sports qui semblent pourtant relativement proches. J'espère avoir pu vous apprendre une chose ou deux sur le sujet, et je conclurai en disant que pour mettre en place des adaptations pertinentes pour un athlète, il faut tout d'abord comprendre la logique interne des mouvements et de la discipline, car comme nous venons de le voir, il n'existe pas de vérité universelle sur les mouvements. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou vous pouvez me contacter directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de cette vidéo avec les liens d'autres vidéos dont je vous ai parlé aujourd'hui et qui pourraient vous intéresser. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.